Euh, Bonsoir, Sophie Salvo. Merci de votre présence ce soir. Donc, vous avez produit ce film, Une fenêtre ouverte. Comme je le disais avant la projection, donc troisième film de Travée Silla, donc réalisé en 2005. Je commencerai par la genèse du projet de ce film. Donc, comment ce film est-il né? Mais je crois, comme elle le dit, ce film, il est né d'une nécessité, de sa nécessité à elle de dire la maladie, de trouver une façon de faire ouais, de mettre, d'exprimer. Je ne peux pas le dire autrement qu'une façon d'exprimer la maladie mentale, enfin la souffrance liée à cette maladie. Je pense que c'était vraiment son projet et comme elle dit au début, je voyais des fous errants, ils avaient l'air libres et elle a voulu les comprendre et se comprendre elle-même. Donc je pense qu'elle parle de miroir brisé, elle parle de regarder Aminta et d'essayer de se reconnaître en elle. Et je pense que la nécessité de ce film est liée à sa traversée à elle de la maladie. Et comment avez-vous en fait rencontré Travée Silla et qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Comment avez-vous pris connaissance de ce projet et lancé l'idée de... Donc, vous êtes embarquée dans cette aventure en tant que productrice? C'est marrant parce que donc c'est une vieille histoire, hein, c'était en 2005. Enfin, le film date de 2005, donc la rencontre est bien avant. Et en fait, il y a eu deux rencontres. Il y en a une. La deuxième rencontre, je commence par la deuxième rencontre, c'est fait à Gorée. À Gorée, parce qu'il y avait des résidences d'écriture que je co-animais. Et donc, c'est là que je l'ai rencontrée. Mais à l'époque, et il y avait la force de son texte. Déjà, elle était très étrange. Elle était malade, donc elle avait la tête qu'elle a là, hein, donc très étrange en fait. Et c'est elle qui m'a dit, mais on se connaît, on s'est déjà rencontrés, je suis venue dans ta maison. Et c'était vrai, j'avais oublié. Elle était venue une fois me voir dans ma maison pour me proposer un projet, et puis elle avait disparu. C'était comme une apparition, et j'avais complètement oublié ça. Et puis, donc on se rencontre à Gorée, et puis à l'époque, elle avait un producteur, et puis quelques mois après, elle m'a appelée en me disant « j'ai plus envie de travailler avec lui, j'ai envie de travailler avec toi ». Et j'ai dit « ok ». Et la raison pour laquelle j'ai dit oui, d'une part, j'avais vu Coloban Express, donc son précédent film, et j'avais lu le projet, et sa force dans le sens... elle était elle posait des choses de façon très directe et très frontale. Et dans cette frontalité, il y avait une espèce de radicalité qui était forte. Oui, absolument. Et c'est ce qui rend ce film si bouleversant. Et en fait, je voudrais revenir juste sur ce que vous venez de dire. Et j'ai l'impression que c'est un film qui est né un peu en deux étapes. Parce qu'au début, quand elle commence à tourner les images des Fouarins Dakar en 94, donc elle part de cette idée de comment en fait représenter ce groupe socialement marginal et auquel elle s'intéresse. Après, donc, elle laisse de côté le projet parce que le film est surexposé. Et entre-temps, donc, elle bascule elle-même dans la maladie mentale. Donc, c'est comme si le projet de représentation se transformait d'une certaine manière en un projet aussi d'auto-représentation. Et c'est comme si, entre-temps, son regard elle-même, son point de vue changeait. Oui, mais en vrai, il n'y a aucune image de 94. Hein. On a tout ce qui est le début du film, oui. Et où elle raconte ça, en fait, les images, elle ne les a jamais retrouvées. Donc, il n'y a pas d'image. En vrai, il n'y a pas d'image. Donc, tout a été fait, à un moment donné, dans l'étape du travail aussi, donc elle avait écrit un espèce de, entre guillemets, scénario, avec un certain nombre de scènes, dont d'ailleurs aucune n'est dans le film, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, elle m'a envoyé un texte, un très long texte. Et ce très long texte, c'est notamment, c'est à partir de ce texte que la voix off, ce qu'elle dit, les monologues sont là.
Et ce texte disait sa traversée de la maladie. Elle racontait sa traversée de la maladie et elle racontait aussi le film qu'elle cherchait à faire et des images. Elle parlait d'images. Le fou, dans l'arbre, les images surexposées. Donc d'une certaine façon, elle parlait du film sans en parler. Enfin voilà, elle parlait des images qu'elle voudrait sans le dire de façon, explicite, mais surtout elle parlait de sa traversée de la maladie. Et voilà. Et puis ce qu'il y avait au début, ce que je pense que le chemin que lui a permis de faire ce film, parce que sa peur au début, il y avait Khadi avait peur de se montrer, c'était elle avait très peur. Et je pense que faire ce film lui a permis d'accepter de se montrer telle qu'elle est. Khadi, elle était très belle et les médicaments, la maladie l'avaient vraiment très abîmée en fait. Et voilà, donc faire ce film, je pense que ça a été et faire ce film en regardant Aminta Gom pour pouvoir se regarder elle-même. En fait, voilà, c'est des vases communicantes. Et la question, c'était par la relation, regarder l'autre pour me regarder moi, en fait, et pour me montrer au monde tel que je suis, avec ce qu'elle décrit de son regard et de son visage et de ses absences et de tout ça. Et ce que je trouve très beau, c'est justement comme s'il y a dans ce mouvement de regard, donc regarder l'autre pour pouvoir se regarder soi-même, mais en même temps, c'est aussi, je sais pas comment dire, pour pouvoir montrer une altérité qui est une altérité, mais en même temps, sans l'objectifier. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une altérité, mais vue de l'intérieur. Exactement, c'est dans la rencontre, c'est leur relation. Voilà, elle nous dit, ce film, il a ceci de particulier que à plusieurs reprises dans le film, elle dit ce qu'elle est en train de faire. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle explique à Aminta ce qu'elle veut faire. Elle dit, voilà, nous sommes amis et les autres ne nous comprennent pas. Et j'ai envie de montrer la relation entre deux femmes folles, alors que d'habitude, les fous n'ont pas d'amis. Ils sont seuls. Et donc, elle dit, et effectivement, c'est pas un regard surplombant, c'est pas un regard extérieur, vous avez raison, c'est un regard de l'intérieur. Et c'est dans la relation que quelque chose est possible. Et c'est dans la relation que quelque chose de la folie et de la maladie s'exprime. Oui, absolument. Et avec quelqu'un à qui on peut dire, puisqu'on sait que d'une certaine façon, on partage quelque chose de commun. Comme elle dit à la fin, ce qui nous rapproche, c'est l'expérience de la douleur. Ce qui nous éloigne, c'est notre expérience de l'extérieur. Aminta, qui reste assise sur son banc jour après jour, et Khadi, elle, si ce n'est le monde, enfin qui voyage. Voilà. Donc il y a à la fois quelque chose qui les sépare irrémédiablement, mais quelque chose qui les approche et qui fait que quelque chose peut s'exprimer et que cette rencontre-là, le travail de Khadi en tant que cinéaste, c'est de faire apparaître cette rencontre et pour qu'à travers cette rencontre, quelque chose de ce qu'elles vivent et qui est indicible, comme elle le dit, puisse s'exprimer. Oui, et en fait, elle fait ça, je dirais, sans, d'une certaine manière, gommer l'asymétrie qu'il y a entre les deux. Bien sûr. Parce que, d'une certaine manière, donc elle filme leur amitié, donc le lien, elle essaye de recréer du lien là où la maladie a cassé tous les liens. Mais en même temps, elle et Aminta ne sont pas dans la même position face à la caméra, même si Khadi se met en scène elle-même, mais le rapport à la caméra n'est pas le même. Le rapport au projet du film non plus. Et c'est en fait ce qu'à un moment Aminta dit quand elle est dans la chambre de Khadi. Et je trouve très beau le fait que Khadi Silla en fait questionne cette asymétrie. Elle la cache pas du tout. Elle la met au cœur du film, en fait, pour réfléchir à voilà, ce qui les unit et ce qui les sépare d'une certaine manière. Et aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que
Hadi Silla, et on le voit aussi dans le film suivant, le monologue de la muette, que vous avez produit aussi. Donc il parle d'Ami, qui est une jeune femme qui travaille comme bonne dans une famille à Dakar, et où il y a également cette voix off inventée, comme si c'était donc on entendait les pensées de cette fille. Et dans les deux cas, ce que je voulais dire, c'est que Hadi Silla, à mon avis, elle ne cadre pas en fait un peu des marginaux qui sont normalement socialement hors cadre en les remettant au centre, mais c'est comme si elle faisait en sorte que le regard du spectateur soit éclairé par le regard de ces personnes à qui normalement la société nie un droit de regard. Donc c'est pas comme si on mettait ces personnes et elles-mêmes dans ce film au centre pour donner un autre point de vue, mais c'est vraiment comme si elle essayait de montrer un autre regard qui se retourne vers le spectateur pour l'éclairer d'une certaine manière, en montrant un point de vue autre. Et c'est comme si aussi ce point de vue qui émerge dans ce film était presque au-delà de ce qu'on considère normalement comme le partage du visible, parce qu'elle arrive à voir autre chose. Et je pense que la difficulté aussi dans ce film, c'était de comment donner voix à ce regard autre. Et comment en fait donner corps à cette voix qui voyage de la folie de l'intérieur, mais aussi vers la folie du monde extérieur, considérée normale, entre guillemets. Tout à fait. Et au niveau de l'écriture de ce film, donc vous disiez qu'au début, vous avez réalisé un texte où il y avait à peu près le texte des monologues. Et comment le film ensuite s'est fait? Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est un mélange intéressant d'un point de vue esthétique. Il y a des séquences de documentaires, presque documentaires vérité, avec d'autres séquences avec des monologues performatifs. Donc comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Le tournage était très très dur, on s'est repris à plusieurs fois, ça a été, parce que Hadi est folle, et d'une certaine façon, je le dis, était folle, je le dis en souriant, mais c'était effectivement, elle était très compliquée à gérer, et donc elle se mettait elle-même des bâtons dans le roues. Voilà. Et donc les trois quarts, même les 9/10 des images qu'on voit, c'est des images du deuxième tournage. C'est comme si le premier tournage, qui a été fait avec une autre équipe, avait été mis à la poubelle parce que c'était n'importe quoi. Et donc, d'une certaine façon, la façon dont le travail s'est fait, c'était s'appuyer. Par contre, ce que le premier tournage avait pu confirmer. En fait, au départ, Hadi, elle voulait refaire sortir Aminta. Elle se souvenait qu'Aminta, c'était une folle errante. Et comme Hadi le dit, on peut guérir en marchant. Et c'est dans la marche que le fou exprime sa liberté. Voilà. Mais Aminta, elle était dans ces quatre murs et cette cour, elle était très petite. Elle n'était même pas aussi grande que l'estrade, donc c'était tout petit. Et Aminta, elle ne voulait pas sortir, et quand elle sortait, elle avait peur de sortir. Et donc, Hadi a dû accepter l'idée que c'était dans cette cour, sur le banc, assise à côté d'Aminta, que le film devait se faire. Donc ça, c'était aussi un processus qui a pris du temps à se mettre en place, et à un moment donné, Hadi, elle voulait s'échapper. Quand je dis s'échapper, c'est-à-dire que je pense qu'elle était perdue, parce qu'elle elle était sur comme elle dit, je ne sais plus si elle dit ça précisément, mais c'est pas romantique. Voilà, cette espèce de figure du fou errant, voilà. Et bien en fait, faire ce film, ça a été pour Hadi faire l'expérience du fait d'une espèce de réalité ou de vérité qui est loin du fantasme. Et à laquelle on ne peut pas échapper. Voilà. Et qu'elle-même malade, était dans une espèce de fantasme aussi. Du fou errant,
de la liberté du fou comme l'être d'une certaine façon le plus libre, parce que refusant tous les carcans d'une certaine façon. Bon, ben voilà. Et ben, l'expérience de ce film, ça a été pour Hadi faire cette expérience d'accepter ce que Aminta dit très bien. Non, mais moi, j'ai aucune raison de bouger. Moi, quand je suis assise, je fais clinique. Je fais clinique. Ça veut dire que pour des raisons, voilà, qui sont ce qu'elles sont et qui sont obscures, voilà, eh bien, en tout cas, elle a pris son parti de rester immobile sur son banc. Et d'une certaine façon, l'histoire du tournage, plus que du film, mais du tournage qui a amené ce film, eh ben, c'est l'acceptation de ça, de la part de Hadi. Et alors, vous dites à juste titre que bien sûr il y a de l'asymétrie, qu'elles ne sont pas dans le même rapport, mais en même temps, on voit combien Hadi elle est aussi absente. Et voilà. Donc à la fois il y a bien sûr une asymétrie. Hadi fait un film, et effectivement cette scène est, je trouve très très belle, où effectivement voilà, Aminta est en train de résister et dit mais moi j'ai rien à gagner avec ton film, je m'en fous de ton film en fait. Et Hadi lui explique voilà ce que je veux. Mais en même temps, ce qui est fort, je trouve, et particulièrement, enfin moi je dirais bouleversant, c'est qu'en fait, Hadi, à certains moments, je sais qu'elle oublie, elle a des absences, elle oublie, elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire, qu'elle est filmée, mais en même temps, elle est totalement dans ce qu'elle est et dans ses absences. Et en fait, pour revenir en fait aux contraintes imposées par le cadre dans la cour, il y a aussi autre chose dans ça crée quand même une ambiance d'enfermement qui est très lourde. Et dans ce huis clos, il y a tout le poids des silences en fait aussi. Et ce qui est très bouleversant, je pense que c'est vraiment le mot, c'est aussi la manière dont les deux autres, donc je dirais presque celle qui se pose un peu comme antagoniste d'Aminta, donc la mère et la fille, mais finalement, même si on mesure toute l'incommunicabilité qu'il y a entre elles, mais on arrive à comprendre le point de vue de toutes d'une certaine manière. Et il y a quand même une souffrance qui émerge. Je pense qu'il y a donc de profondes différences en communicabilité et on voit la douleur de la folie qui n'est pas comprise, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui les relie en tant que femmes dans la maison et en tant que femmes de différentes générations. Je me trompe ? Oui, enfin, alors, je ne sais pas ce qui... Enfin, en tout cas, Aminta nomme les liens. Oui. Elle dit, ou l'absence de lien, mais l'absence de lien comme étant, justement, ce qui n'est pas normal, d'une certaine façon. Donc Aminta, elle nomme sa mère, elle nomme les liens. J'avoue J'avoue que je ne sais pas bien, moi, à la fois, enfin, d'une certaine façon, pour parler de sa fille, le seul moment où je me dis qu'il y a quelque chose de sa souffrance à elle apparaît, c'est quand Hadi lui dit « tu peux te lever » oui. Et qu'elle ne bouge pas. Et qu'il y a quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais quelque chose se passe. Et c'est comme, et pour moi, c'est comme, et moi j'étais là tout le temps, et c'est vrai que c'était très étrange, et d'une certaine façon, il y a là presque un moment de vérité, parce que j'ai l'impression que tout le reste, c'est comme si elle disait, et surtout la mère, disait ce que Hadi voulait entendre. Voilà. Oui. Et que de toute façon, t'iras te balader. Oui. On sent très bien qu'il n'y aura pas de promenade. Oui. Et que voilà. Donc j'avoue que je ne sais pas ce qu'elle pense. Et si le lien est là, de la mère et de la fille à Aminta, mais je dis ça sans jugement. Et en plus, enfin, et d'une certaine façon,
celle pour laquelle j'ai le plus de, enfin, j'ai beaucoup d'empathie d'une certaine façon, c'est la fille, parce que c'est certainement ça doit pas être, il y a quelque chose certainement qui est de l'ordre de la souffrance aussi. Et le seul moment où je la sens vraiment, le seul moment où il y a quelque chose, il y a un moment de vérité en fait d'une certaine façon, c'est justement quand on lui dit qu'elle peut partir et qu'elle ne part pas. Voilà. Parce qu'autrement, on a un peu le sentiment qu'elle est contrainte. Oui, absolument. Mais oui, on a un peu le sentiment qu'elle est en train en fait de répéter les motivations qu'on lui a données pour justifier l'enfermement de sa mère. Et je pense qu'elle est contrainte parce qu'elle se dit je vais gagner quelque chose. Oui, absolument. Ouais. Mais en même temps, comme vous le dites, ce qui est fort, c'est que vraiment il y a des moments de vérité qui émergent presque malgré eux, en fait, dans les séquences d'incommunicabilité, en fait, absolument. Et oui, et aussi, je voulais vous poser la question, le titre de ce film. Est-ce que c'est la fenêtre par laquelle Arminta dit qu'elle avait appris à s'échapper, ou est-ce que c'est plutôt la fenêtre qu'on voit Non, mais je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que ce titre a été trouvé avant l'histoire de la fenêtre. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'une fenêtre ouverte, et bien d'une certaine façon, ça dit, je pense, le projet du film qui est, je crois, de passer une frontière, enfin de faire que la frontière qui sépare ceux qui sont dans la souffrance liée à la maladie et ceux qui ne sont pas, et bien que le film soit un endroit de passage, donc une fenêtre ouverte. Je pense que et voilà. Bon, il se trouve qu'il y a cette histoire de fenêtre, mais c'est venu après le film. Le titre a été trouvé antérieurement à ce moment-là. À ce moment-là. Parce que après, l'image de la fenêtre dans le titre, symboliquement, c'est quelque chose de fort, comme vous le dites. Et puis il y a l'autre moment aussi où on voit la jeune fille en fait qui observe depuis la fenêtre. Voilà. Et d'une certaine façon, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Hadi, et puis il y a la fenêtre ouverte sur l'océan. Absolument. Voilà. Et Hadi, je pense que ce projet, c'est ça, le projet de ce film, c'est, comme elle parle de l'autre côté du miroir. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est quoi l'autre côté du miroir? Et la question se pose, enfin, la question de l'enfance, voilà, regarder le monde à partir de l'enfance. Et elle dit, je ne suis pas sortie, j'ai mis 30 ans à sortir de l'enfance, j'y suis restée 30 ans. Donc c'était un endroit dont elle ne voulait pas sortir. Mais en même temps, elle y voyait le monde et d'une certaine façon, elle le rêvait aussi, quoi. Mais la fenêtre, c'est tout ça, effectivement. Et il y a un autre moment que j'ai trouvé qui est apparemment assez, je veux dire, comme image assez anodine, mais très puissante, c'est quand Hadi, en fait, renverse le contenu de son sac par terre. Et à un moment, je me dis, mais symboliquement, c'est presque comme si elle était en train de se retourner elle-même pour se montrer d'une certaine manière et voir montrer le vide qui est en elle, tout ce qu'il y a dedans. Et je sais pas, donc j'ai un peu ce sentiment. Non, mais je pense que comment dire, il n'y avait pas d'explication sur quand les choses se faisaient. Mais effectivement, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et encore une fois, je vous dis que le chemin de ce projet, c'était de se montrer à elle-même et aux autres telle qu'elle était, en fait. Et que ça, c'était un effort, enfin un travail. Et c'est par la création et par le travail du film qu'elle a pu le faire. Donc effectivement, ce geste dit ça. Et vous disiez en fait qu'il y a eu pratiquement comme 2 tournages du film. Est-ce qu'il y a une pause entre les deux Oui, il y a eu une pause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, on était avec une équipe et c'était compliqué parce que je dirais que c'était une équipe de bras cassés et que Hadi n'acceptait pas le film. Enfin, avait du mal à accepter que ce film ne serait pas ce qu'elle avait imaginé. Voilà. Et qu'à un moment donné, donc il y a eu quelques petits tournages, et moi je sentais qu'il y avait quelque chose là, et donc j'ai arrêté le tournage, je suis rentrée, je lui ai d'abord acheté une petite caméra, toute petite caméra, qu'elle pouvait elle-même utiliser. Mais c'est ça qu'on voit dans le film, hein? Oui, mais ça, au départ, c'était pas cette caméra-là. D'accord.
il y a 2 caméras dans le film. Il y a à la fois une caméra bien plus grosse, et puis il y a cette petite caméra que je lui ai achetée justement en désespoir de cause, parce que je sentais que la personne qui filmait ne comprenait pas le film qui était en train de se faire. Et je lui ai dit, à Dakar, j'ai trouvé une petite caméra, toute petite, et je lui ai dit, vas-y, filme. Et elle a commencé à filmer. D'ailleurs, on voit le changement de caméra. Oui. Elle a commencé à filmer Anita. Et là, moi, je me suis dit, et je lui ai dit, mais voilà, il est là ton film. Voilà, il est là ton film. Parce qu'au début, elle ne voulait pas filmer. Et je lui ai dit, il est là ton film, c'est ça. Donc moi, je suis partie, et d'ailleurs, la scène d'explication entre Anita et Hadi, c'est un moment où le tournage n'avait plus lieu officiellement. Mais comme je lui avais laissé la caméra, oui, mais on voit qu'en fait, on voit le grain de l'image qui est différent, on comprend que c'est elle-même qui est en train de filmer. Voilà. Et donc, je me souviens plus combien de semaines il s'est passé. Je suis rentrée, c'était un peu éprouvant en fait. Et puis, quelques mois, enfin, je sais plus, il a dû passer même 2 mois ou 2 mois et demi, maximum de 2 mois et demi, 3 mois, je sais plus très bien. On est retourné et le tournage dont il y a, on va dire, 95% des images sont de ce tournage-là. Donc je suis repartie avec quelqu'un en qui j'avais toute confiance, à qui j'avais montré les premières images, et on a convenu qu'il y avait quelque chose à travailler. Et donc il est venu avec moi, et à ce moment-là, il a toutes les images qui sont tellement belles sur le visage d'Anita et tout ça, enfin, c'est lui qui les a faites. Et donc ça s'est passé en décembre, parce que je me souviens très bien que c'était en décembre 2004, parce que je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux tsunami qu'il y a eu en Asie. Ah oui. Voilà, et bien on était au Sénégal à ce moment-là. Et l'an dernier, on a fait commémorer les 20 ans. Et bien voilà, c'était à ce moment-là. D'accord. Et donc, vous parliez, j'imagine, du chef opérateur Charlie Wanda, que vous avez amené, qui est chef opérateur belge, qui a travaillé sur de nombreux films, et qui deviendra aussi, en fait, ça a été le début d'une collaboration, ce film, parce qu'il est aussi co-réalisateur du film suivant. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à vrai dire, il a été plus que caméraman et chef opérateur. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé d'abord on a retravaillé tous les deux. Moi, j'étais un peu traumatisée par ce tournage qui était parti dans tous les sens, j'avais plus d'argent, plus rien, enfin bon, bref. Et c'est là qu'on s'est mis à travailler, à réfléchir au texte, enfin, à analyser les textes et à trouver des images. Et c'est lui, ces images surexposées qu'on voit, c'est des choses qu'on a construites. Voilà, qu'on a construites avec lui. Et donc son apport a été bien plus grand que celui, on va dire, d'un chef opérateur normal. Et donc, il a eu un vrai investissement, et pendant tout l'âge, dans les idées, voilà. Et après, au moment du montage, il a été très présent, parce que Raki, il était très peu. Et donc voilà, donc c'est pour ça que, d'une certaine façon, quand on a décidé de faire un autre film, ça me semblait plus juste de faire comme ça. Oui, absolument. Non, ça fonctionne très bien. Et en fait, pour pouvoir tourner ce genre d'image dans la cour, il a dû aussi arriver à se faire oublier d'une certaine manière, ce que j'imagine n'était pas évident. Non, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et en fait, je voulais aussi vous poser une question au sujet de la vie de ce film. Oui. Est-ce qu'il a pu être diffusé au Sénégal? Donc, je sais qu'il a été présenté dans plusieurs festivals. Il a été primé au Festival international du film de Marseille, aussi en Belgique en 2006. Oui, il a été montré à Amsterdam. Enfin, c'est un film qui a pas mal circulé et qui a été montré aussi au Sénégal, qui a été diffusé sur Arte. Et d'une certaine façon, donc ce film a 20 ans, et depuis quelques années, c'est un film dont la vie ne s'est jamais arrêtée, parce que c'est le cas de très peu de films en fait, qu'on vit sur la durée. Et ce film-là, depuis on va dire 4-5 ans, il revit pour plein de raisons, et notamment pour l'attention
aux créatrices Oui. et aux créatrices noires aussi. Donc ce film revit. Voilà, donc, mais il a été montré, oui, il a été montré dans plusieurs endroits. C'est un film qui vit. Oui, et qui mérite d'être largement diffusé parce que je trouve qu'il est d'une puissance vraiment rare. Et je vous invite aussi, en fait, je sais que notamment le monologue de la muette, donc le film suivant, est aussi disponible à la BNF, notamment en libre accès. Et donc d'essayer de le voir parce que, bon, Cradicilla a laissé 5 films et donc moi j'ai toujours pas eu l'occasion de voir le dernier, donc on en parlait avant la projection que j'aimerais voir celui qu'elle a réalisé en 2013, donc juste avant sa mort, co-réalisé avec sa sœur. Et en fait, un peu comme vous le disiez au début, je trouve que là, un regard tellement direct d'une certaine manière, mais toujours direct, mais d'une certaine manière de l'intérieur. C'est jamais projeté sur quelque chose, mais c'est vraiment direct pour regarder en face et pour donner corps à une voix qui vient de derrière l'image d'une certaine manière. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Je sais pas, c'est juste. Et donc, oui, et je trouve que oui, son œuvre mérite d'être plus largement diffusée et redécouverte pour ceux qui la connaissent et puis qui l'ont oubliée, parce que, et dans sa manière de, justement, dans ce regard, mélange de documentaire et fiction dans d'autres films, c'est vraiment c'est une voix très personnelle, très puissante et qui incarne une façon de faire du cinéma comme un moyen de résister. Oui, et on va dire que ce geste cinématographique, il prolonge un geste d'écriture. Oui. Et que on va dire que les fulgurances de Hadi, elles sont, je crois, d'abord, elles s'expriment d'abord par l'écrit, et que voilà, et qu'effectivement le film, enfin en tout cas celui-là, est un peu d'une façon complètement différente de l'autre, mais celui-là se nourrit de son écriture, et c'est pour ça qu'à un moment donné, nous a semblé, donc pour revenir à l'histoire du film et comment, donc on sentait donc au deuxième tournage que c'était important de faire vivre cette parole, ce texte, enfin des extraits de ce texte, et on ne savait pas comment le faire. Il y a eu plusieurs tentatives, et à un moment donné, après plusieurs tentatives, on va dire avortées parce que qui ne disait rien, oui. Voilà. Eh bien, il y a eu ce cadre, c'est dans les derniers jours, ce cadre-là, et Hadi disant son texte, et je m'amusais, enfin, je me remémorais le moment où je la regarde faire, et où on voit que, enfin, et ce qui est très, très juste, c'est-à-dire qu'en fait, quand on voit cette difficulté, on croit qu'elle crée en même temps qu'elle parle, mais en fait, elle cherche les mots dans sa mémoire, les mots qu'elle a écrits. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a écrit, elle a appris ce texte par cœur, et parfois, voilà, quand elle fait des grimaces sur lesquelles elle ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est pas le flux de la parole spontanée, c'est voilà, redire un texte qu'elle a dit, et à ce moment-là, une fois que ce cadre a été trouvé, frontal, elle disant son texte, eh bien, on a su que vraiment ces paroles dites avaient leur place. Donc, d'une certaine façon, c'est plutôt vers la fin. Enfin, on sentait que ça avait sa place, mais on ne savait pas comment donner. Et c'est une fois que le cadre a été trouvé que leur place s'est imposée, en fait. Oui. D'ailleurs, c'est la question toujours, je dirais, fondamentale de comment mettre la parole dans le moule des images d'une certaine manière. Et parfois, c'est quand on trouve la bonne image qu'on arrive à donner corps à la parole également. Mais là, c'était vraiment ça. Je me souviens très bien. C'était à ce moment-là, quand ce cadre a été trouvé, et donc c'est Charlie qui a trouvé ce cadre, c'est devenu une évidence et quelque chose s'est passé. Et on l'a vu tout de suite. Enfin, je veux dire, on l'a vu tout de suite. Il se passe quelque chose. Et on a su que l'écriture faite au montage, qui est une seconde ou une troisième écriture en fait d'un film,
et bien que cette troisième écriture, dont on ne savait pas encore bien ce qu'elle serait, mais en tout cas ce dont on était à peu près certain, c'est que ces images de Hadi disant ce texte en ferait partie, et le structurerait le film. Oui, parce qu'en fait c'est tellement, c'est tellement fort que, comme vous le dites, ça a dû être pratiquement une évidence. Et c'est là aussi où se joue un peu le retournement qui fait que le portrait devient un autoportrait en fait. Tout à fait. D'une certaine manière. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.